Dans la démarche de cet atelier, il y aura une première partie de présentation des différents types de mailing. On va parler du point aussi central d'une bonne campagne, le fichier de contact. On abordera également un point de RGPD. On parlera stratégie de communication, parce que l'emailing, c'est comme les réseaux sociaux, c'est comme un site web, c'est comme un flyer. Ce n'est qu'un outil. C'est vraiment ce qui arrive une fois qu'on a pensé, réfléchi aux besoins de notre communication, et la newsletter s'inscrit vraiment comme un outil. Donc on parlera de préparation et de stratégie de communication. On abordera Brevo, puisque vous avez tous parlé de Brevo. Il y a d'autres plateformes, mais vraiment, je pense même que je crois que j'ai supprimé la diapo à ce sujet-là. Les différents formats, parce qu'il y a différentes façons de communiquer au travers de ces supports. Et on terminera par quelques conseils, quelques points de statistiques également, qui sont importants pour vérifier l'efficacité de votre communication. On va démarrer sur les bases d'une bonne campagne d'emailing. Alors, d'abord, la première chose, c'est de faire la différence entre les différents types de communication mail. Dans tous les cas, vous êtes un émetteur qui a envoyé un mail à un destinataire. Ça marche. Et il y a différentes façons de communiquer à destination de ces destinataires. Vous allez avoir en premier lieu l'emailing et l'email marketing. Donc là, l'objectif, c'est de transmettre une info spécifique à un public, des données, des contacts que vous avez collectés autour d'une activité, d'une offre, d'un événement. Ça peut être informer des congés, ça peut être d'informer sur la sortie d'un nouveau produit, peu importe. Là, l'objectif du mailing et de l'email marketing, c'est d'aller droit au but, et ça a plutôt une visée commerciale. On n'est pas du tout dans la même démarche que la newsletter ici, qui a pour objectif de transmettre plusieurs infos à un public. Quand on pense newsletter, on va penser abonné, abonnement, inscription à la newsletter. Donc c'est un public qui demande de recevoir des informations de votre part. La newsletter, il faut vraiment la voir comme un magazine. Les gens, quand vous vous abonnez à un magazine, en principe, vous êtes au courant du contenu de votre magazine, de la périodicité de votre magazine. Si vous vous abonnez à un journal local, qui est un quotidien, et que vous le recevez toutes les 2 semaines, vous allez vous dire « il y a un souci ». Et idem, si vous vous abonnez à un magazine qui est mensuel et que vous le recevez tous les jours dans votre boîte, vous allez vous dire « là aussi, il y a un problème, ça ne correspond pas à mon abonnement ». La newsletter, c'est vraiment ça. On s'abonne à un support et on sait que dans ce support, on va avoir des informations qui concernent l'émetteur, la marque à laquelle on s'est abonné, l'entreprise, l'institution, l'association, peu importe. Votre newsletter, vous allez y mettre à l'intérieur des temps forts, des conseils, des articles de blog, peu importe. Elle a vraiment pour objectif de transmettre de la valeur ajoutée et c'est un super support pour fidéliser. L'email marketing, j'informe. La newsletter, c'est plutôt pédagogique, c'est super pour fidéliser. Elle a aussi une visée commerciale, on ne va pas se mentir, mais elle n'a pas du tout le même objet. Donc quand vous parlez d'emailing, est-ce que vous parlez d'email d'information ou est-ce que vous parlez plutôt de newsletter? Qui c'est qui est dans une démarche de newsletter avec un abonnement, avec une inscription et avec un envoi régulier? Elle a une ligne éditoriale, la newsletter, elle a un contenu, elle a une régularité, elle a une vraie valeur ajoutée. Là où l'email ou l'email marketing, c'est vraiment, je le répète, j'ai une information à transmettre, prochain atelier, tel jour, à telle heure, à une base de données quand même que j'ai collectée, mais elle n'est pas forcément dans la même notion de consentement et autres. Et après, vous avez aussi ce qu'on appelle les mailings transactionnels. Vous savez, quand vous faites une petite commande sur Internet et que vous recevez le mail pour dire « Bravo, nous avons bien validé votre commande, bravo, votre commande est partie, etc. etc. » Tout ça, c'est de l'email transactionnel. Donc, c'est vraiment dans une démarche de vente, dans une démarche d'achat. Et là, c'est idéal pour la relation client. Donc ça, on ne les néglige pas non plus, les mails transactionnels. Parce que quand vous êtes dans ces démarches-là, j'imagine, vous, quand il y a de la commande, de la vente en ligne, le petit mail, vous savez, c'est un petit peu comme le petit carton qu'on a dans le colis. Merci pour votre achat. Toute l'équipe est ravie de vous avoir préparé et emballé ce colis. Ou inscription à un atelier. Le pays du Périgord noir est ravi de votre inscription à cet atelier. On aura le plaisir de vous retrouver tel jour à telle heure. Ça, c'est de l'automatisation et ça, c'est super aussi en termes d'image et en termes de relations clients. Ça, l'email transactionnel, lui, il est automatique. Vraiment, pensez à tous ces mails que vous recevez automatiquement dès lors que vous faites une action sur le web.
L'avantage de l'emailing, c'est que c'est enfin une communication qui ne dépend pas des algorithmes. Et c'est ça où ça a sa grosse valeur ajoutée. Quand vous faites une campagne d'emailing, vous savez que vous allez tomber dans la boîte des personnes à qui vous souhaitez vous adresser. Là où sur une publication de réseaux sociaux, c'est la magie des algorithmes qui opère et vous n'avez pas la garantie de tomber directement dans la cible que vous souhaitez atteindre. Les avantages de l'email et de la newsletter. Donc déjà, il faut savoir que d'après des études, 80% des utilisateurs d'Internet affirment lire tous les mails qu'ils reçoivent, ce qui est énorme. Alors après, derrière, est-ce qu'ils les transforment tous? Non, mais en tout cas, on a quand même tendance à cliquer sur tous les mails que l'on peut recevoir. L'email reste le moyen de communication que tout le monde utilise, et encore plus dans le secteur professionnel, dans le secteur du B2B. Les avantages de l'email et de la newsletter, déjà, c'est que c'est relativement simple à mettre en œuvre. Ça ne demande pas toujours une hyper créativité, une hyper connaissance de certains outils, c'est relativement simple à mettre en œuvre. L'autre avantage, c'est votre possibilité de personnaliser. Personnaliser non seulement avec votre identité visuelle, avec vos logos, avec vos couleurs, avec votre ton, avec votre style, mais aussi personnaliser à la destination des personnes à qui vous vous adressez. Vous avez déjà dû recevoir des mails, des newsletters avec vos prénoms. Ouais. Voilà. Donc peut-être aussi, des fois, c'est bientôt votre fête, bonne fête, toute l'équipe vous souhaite, etc. Moi, en principe, c'est ma banque et Promode qui me souhaite ma fête, très souvent. Il y a eu la FNAC aussi. Mais en tout cas, ça permet de personnaliser. Ça, c'est grâce à une base de données qui est super bien qualifiée. La base de données vous appartient. Ce sont vos contacts à vous. C'est vous qui les avez collectés ou c'est eux qui se sont abonnés. Ce n'est pas la grande masse du réseau social et du digital où vous avez des amis, des relations, des abonnés, des followers que vous ne connaissez même pas. Normalement, vous êtes censé connaître tous les mails que vous avez dans votre base de données. Au moins savoir d'où ils viennent, comment vous les avez collectés. Il faudrait à minima, pour avoir vraiment une efficacité dans votre collecte de base de données, avoir connaissance de là où ils viennent. Est-ce que ce sont des clients? Est-ce que ce sont des partenaires? Est-ce que ce sont des réseaux professionnels? Est-ce que ce sont des financeurs? Peu importe. Mais ça, c'est ça qui fait derrière l'efficacité d'une bonne campagne. La base de données, c'est ce que dit Natalia, c'est exactement ça. Plus elle est qualifiée, plus vous savez qui fait partie de cette base et quel est déjà le lien qu'ils ont avec vous, plus ça sera efficace pour la suite dans votre communication. Donc ça vient aussi avec cette partie de segmentation. Donc la segmentation dans les campagnes d'emailing, c'est OK, imaginons que dans vos activités professionnelles, vous avez les partenaires, donc ceux qui peuvent être des prescripteurs de votre activité, et vous avez les clients. Donc cette segmentation, c'est de se dire OK, là d'un côté j'ai mes prescripteurs, là de ce côté-là j'ai mes clients, et je vais m'adresser d'une certaine façon aux clients, d'une certaine façon aux prescripteurs, d'une autre façon aux partenaires, etc. C'est ça la segmentation, c'est de ne pas délivrer le même message tout le temps à tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas intéressé par le même sujet. Certains seront intéressés par le développement de votre activité, d'autres seront intéressés par les produits que vous proposez. Et donc si vous voulez derrière garantir une bonne délivrabilité, j'en viendrai après, mais c'est bien c'est comme si moi je vous parlais de quelque chose là qui ne vous intéressait pas du tout. Vous direz, ouais, pourquoi je reçois ça? Pourquoi je suis là? On a fait un truc d'emailing, elle nous parle réseaux sociaux, elle nous parle d'autres choses et c'est pas ça que je viens chercher. Votre mail, c'est exactement pareil. C'est un outil de communication. Vous vous adressez à des personnes qui ont envie d'entendre un certain discours. Il faut derrière leur apporter le bon message. Les bénéfices aussi d'une bonne campagne d'emailing ou d'une bonne stratégie de newsletter, c'est que c'est censé générer du trafic vers votre site web. Vous êtes vraiment dans une démarche de communication digitale globale. Votre newsletter, un de ses impacts, ou votre emailing, c'est d'aller sur votre site web. Si les gens vont sur votre site web, les moteurs de recherche vont voir que votre site, il est actif, il est dynamique, il draine du monde et ça sera favorable aussi à votre référencement. De toute façon, tout le digital doit se nourrir mutuellement. Réseaux sociaux, newsletters, sites internet, tout le monde doit générer du trafic vers les uns et vers les autres. Plus vous serez dynamique et actif sur le web, plus ça sera favorable pour les algorithmes et pour le référencement. Donc les bénéfices, je reviens de votre newsletter ou de votre emailing, c'est déjà de générer du trafic vers votre site web, de fidéliser les publics. Il y a certaines newsletters qu'on aime bien recevoir, parce qu'il y a des informations, parce qu'on apprend des choses, parce qu'il y a la dernière promotion et c'est génial, je vais être la première à l'acheter.
chacun nos petits trucs avec ça. Ça permet donc de fidéliser des publics. Ça permet aussi d'apporter vraiment de l'information et de la valeur ajoutée. Vous avez été plusieurs à dire que si vous étiez là aujourd'hui, c'est parce que vous aviez vu un email passer. Donc, vous avez eu une information et derrière, cette information a généré de l'action. Et elle est là, l'efficacité. Quand l'information génère de l'action, là, c'est le jackpot. Ça vous permet aussi de faire l'acquisition de nouveaux clients. On voit très souvent, quand des fois on tombe sur un site internet, notamment sur des sites qui sont marchands, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez 10% sur votre première commande. Ou recevez un livre blanc à télécharger. Ah mais bien sûr, on adore les cadeaux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'inscrit, on laisse en principe notre prénom et notre adresse mail ou que notre adresse mail. Ça dépend si derrière, ils veulent faire de la personnalisation et vous faire un petit coucou. Vous êtes bien inscrit à notre newsletter. Et en principe, on s'inscrit et donc ça permet d'enrichir sa base de données et d'acquérir de nouveaux clients potentiels. Forcément, s'il y a plus de clients, ça peut augmenter également les achats, notamment quand les newsletters elles sont vraiment dans un service marchand et qu'on va mettre en avant des promotions. On peut mettre aussi en place de l'exclusivité. En vous inscrivant à notre newsletter, vous serez les premiers à recevoir les informations de notre nouvelle offre, de nouveaux services, d'une promotion à venir. Et derrière, forcément, on adore l'exclusivité aussi. Donc, ça peut augmenter les achats. Et un autre bénéfice d'une campagne d'emailing ou d'une newsletter, dès lors qu'on l'a fait sur des solutions telles que Brevo, c'est le suivi des réactions et le suivi donc des comportements. Voilà. Où c'est qu'ils ont cliqué? Combien de personnes l'ont ouvert? Qui c'est qui s'est désabonné? Et derrière, c'est là où il y a toute la richesse aussi, c'est que vous avez la maîtrise sur cet outil-là. Il y a Brevo, il y a Mailjet, il y a Mailchimp, il y a MailerLite, il existe plein de solutions. Aujourd'hui, on parlera de Brevo, parce que moi, c'est celle dont je me sers. Mais après, c'est derrière il y a Sarbacane, c'est des questions de goût, de sensibilité à l'interface graphique. Voilà. Protection des données. Donc, il y a quand même quelque chose à respecter, notamment sur les newsletters. On peut pas, vous savez, vous avez connu l'époque où on faisait des copier-coller de toutes les personnes en copie cachée, hein, et qu'on les mettait dans notre, dans notre mail et qu'on envoyait à tout le monde. Et ça, c'est fini. Donc, depuis le 25 mai 2018, on n'a plus le droit de faire ça parce que on n'a pas le droit d'utiliser les données personnelles des personnes à des fins de communication. Donc, dès lors qu'on est en Europe ou que nos contacts sont en Europe, il faut derrière gérer toutes ces informations personnelles et ne pas en faire n'importe quoi. Une donnée personnelle, c'est toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée, identifiable. Ça peut être un prénom, un nom, ça peut être une date de naissance, ça peut être un numéro de sécu, ça peut être plein de choses, dès lors que ça permet de reconnaître une personne. Donc ça, bien évidemment, on ne fait pas n'importe quoi avec ça. Sur les RGPD, vous avez des choses à mettre en place sur de la newsletter, surtout quand les personnes vont s'inscrire à votre newsletter. Il faut que, comme pour un magazine, elles soient au courant des informations qu'elles vont recevoir, de la fréquence de la réception de ces informations, des possibilités de désinscription. Donc, quand on fait de la newsletter et que dans son site web, on a un petit bandeau en bas, inscrivez-vous à la newsletter, vous devez avoir une case à cocher en disant « j'accepte de recevoir cette newsletter une fois par mois pour avoir les informations de telle structure ». Et uniquement de cette structure, et pas à d'autres fins, bien évidemment. Toutes les informations sur la RGPD, vous avez ici un accès sur le site de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui vous explique tous les grands principes de la RGPD et qu'est-ce que le RGPD, comment le mettre en place. En gros, vous devez avoir un registre de votre base de données qui doit être sécurisé. À tout moment, une personne doit si elle vous demande « j'aimerais savoir quelles sont les données que vous avez sur moi, à quelle fin vous les utilisez, et derrière, je veux soit supprimer mes données de votre base, soit modifier mes données, soit etc., etc. » Et vous devez être en capacité de leur montrer votre registre des données et de pouvoir agir dessus. Vous devez avoir également des mentions sur votre site internet, politique de confidentialité, etc. Voilà. Donc le RGPD, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est assez compliqué et c'est assez long et lourd à mettre en place, c'est sûr et certain. Donc à minima, ayez juste
un usage avec beaucoup de bon sens des données que vous collectez. En fait, juste n'en faites pas n'importe quoi, mais demain, la CNIL peut venir faire un contrôle et vous demander le registre. Il existe des professionnels qui interviennent dans les entreprises ou dans les structures pour mettre en place la politique RGPD et venir bien préparer ce registre de données, etc., etc. Donc ici, juste aussi un petit point, procédure double opt-in. Ça veut dire que, en principe, quand une personne s'inscrit à une newsletter, elle doit recevoir un mail en disant « Est-ce que vous confirmez bien vouloir vous inscrire à cette newsletter ?» et elle reconfirme sur le mail. C'est une double authentification pour vraiment s'assurer que la personne elle est hyper motivée pour recevoir votre newsletter. Voilà. En tout cas, dès lors que vous mettez en place une campagne de newsletter et que vous décidez d'envoyer une newsletter par mois à telle date, vous vous engagez à respecter cette date. Les gens s'abonnent pour ces raisons-là et pour ces conditions-là. Et plus vous voulez garantir une bonne image, plus il faut respecter l'engagement que vous avez donné au départ, tout simplement. Le point central d'une bonne campagne d'emailing et de newsletter, c'est vraiment votre base de données. Natalia aussi le disait avant, l'important c'est d'avoir une base de contacts qualifiée. Ok, ça c'est vraiment un gage de votre délivrabilité. La délivrabilité, c'est le fait que votre mail va pas arriver dans les spams ou dans les blacklists. Ok, donc c'est juste que les serveurs de réception de mails se disent « Ah, ça c'est un mail qui est qualifié, c'est un mail qui est crédible, donc ok, on le met dans la boîte de réception. » Si ils sentent que c'est pas bien géré, c'est pas pro ou autre, ça va partir dans les spams et dans les blacklists. Donc vraiment, si vous avez une base de contact qualifiée, c'est-à-dire une base de contact qui est sensible à la réception de vos mails, parce qu'elle vous connaît, parce qu'elle connaît vos produits, parce qu'elle connaît vos services, mais derrière, c'est une garantie de délivrabilité de vos mails. Voilà. Exemple, j'ai un client qui collecte des contacts, ça fait, lui, je crois, 50 ans qu'il est en activité, donc il a collecté des mails depuis 50 ans, c'est quelqu'un qui a bougé à l'international, etc. Et aujourd'hui, il continue de délivrer des mails, enfin il a une campagne de newsletter à destination de tous ses contacts. Sauf que depuis le temps, certains ne sont plus intéressés par ce qu'il propose, et puis il délivre exactement les mêmes informations à tout le monde. Et en termes de délivrabilité, il perd parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne sont pas intéressés par ce qu'il propose, qui ne savent peut-être même plus qui il est, ce qu'il fait ou autre. Et derrière, en fait, c'est vraiment pas un bon signe pour des solutions comme Brevo, par exemple, ou Mailchimp, ou Mailjet, ou peu importe, en fait. Aujourd'hui, pour ceux qui ont Brevo, comment vous collectez, comment vous intégrez vos contacts? Qu'est-ce que vous mettez comme renseignement, comme information? Donc, Brevo, qui est une solution d'emailing, comme il en existe beaucoup, je l'ai dit, il y a Sarbacane, il y a Mailjet, il y a Mailchimp, il y a MailerLite, il y en a plein. Après, la différence, ça va être quelques fonctionnalités, quoique ils offrent quand même tous les mêmes services. Ça peut être des fois des notions de prix, ça peut être des fois des notions d'interface, simplement en disant moi je suis plus à l'aise sur l'interface de Mailjet que sur l'interface de Brevo, c'est vraiment propre à chacun. Brevo, c'est anciennement Sendinblue, voilà, qui est devenu Brevo maintenant. Donc Brevo, ça se comporte comme ça. On crée son compte avec son nom, prénom, avec une adresse mail, avec un mot de passe de façon très classique. Et ici, vous avez toutes les options de Brevo. Donc ici, si on clique sur « Contact », vous allez vous retrouver avec vos bases de données. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, pour ce client-là, nous, on a récupéré sa base de données initialement. Donc, on n'a pas pu la qualifier au départ. On a juste les emails. Dans un monde idéal, ici, on se crée des colonnes avec des attributs. Donc, ça peut être un nom, ça peut être un prénom, ça peut être une catégorie professionnelle, peu importe en fait. Vous y mettez ce que vous voulez en fonction de votre campagne et de vos actions de communication. Si vous voulez faire comme Promode et comme mon banquier, souhaiter la fête aux gens, vous pouvez mettre une colonne avec avril pour les fêtes, enfin mettre mois des fêtes et mettre le mois de la fête de chaque personne et après faire une automatisation en disant pour toutes les personnes qui ont fête mois de mai, envoie un mail en disant c'est le mois de votre fête, nous vous offrons, etc. ou etc. Peu importe. Donc derrière, vous mettez des attributs en fonction de l'usage que vous allez en avoir. Ne vous faites pas une usine à gaz de 250 données concernant les personnes si vous n'en avez pas derrière utilité. Okay. Donc ça, c'est votre base de données. Très souvent, on a une base de données qui est d'abord sur Excel ou sur un Google Sheet. Et il suffit ensuite de venir
importer des contacts Ça, j'allais dire, et devenir. un par un à la main. Non, c'est bien. Tu peux ensuite les rentrer un par un à la main quand tu en as des nouveaux. Ouais. Et tu vas faire juste ajouter un contact et tu le rentres à la main. Si tu en as 7 ou 8, tu peux faire aussi un copier-coller et les coller directement. Sinon, tu les as d'abord dans un tableur, que ce soit Excel ou que ce soit Google Sheets, et derrière, tu peux les importer directement. Ton tableur Excel, il doit être très simple, des colonnes, pas de mise en forme, rien, nom, prénom, mail et les attributs que tu veux. Et derrière, quand tu les importes, ça va te demander de renseigner des champs. Voilà. Donc votre base de données, elle doit être le plus qualifiée possible pour que, normalement, on est censé savoir si ces gens-là, donc là c'est le Brévot de l'Arénal Palio Périgord, savoir si ces gens, c'est quoi? C'est des producteurs, c'est des spectateurs, c'est des partenaires professionnels, qui y sont? Dans un monde idéal, il faudrait que l'on ait ça. Sur ce client-là, nous on a récupéré la base et on n'a pas pu la travailler en amont. Mais vous, si vous vous lancez dans une démarche ou que vous avez une base de données qui est encore light pour le démarrage, faites-vous vraiment cette segmentation et cette personnalisation. Vous avez derrière, on parlait de segmentation ou de personnalisation. Vous avez la possibilité de vous créer des listes et de vous créer des dossiers. Pareil. Alors, soit vous avez des systèmes d'attributs qui vont vous permettre de faire de la segmentation, soit vous n'avez pas forcément une colonne dans votre tableau Excel avec, je ne sais pas moi, par exemple, client particulier, client professionnel, et vous faites un dossier, ici, une liste client particulier, une liste client professionnel, une liste institution. Et vous avez en fait des listes de contacts comme ça. Et quand vous envoyez votre mailing, vous dites envoyer à client professionnel, par exemple. Mais vous n'avez pas ce système de colonnes qui peut être un peu plus complexe à mettre en place. Ici, pour le cas de ce client-là, on a une base avec toutes les adresses des producteurs, tous les contacts. Et ici, en fait, ce sont tous les contacts qui arrivent depuis le formulaire d'inscription à la newsletter sur le site internet. Donc, ils sont tous là. Comme ça me permet aussi de savoir combien de personnes se sont inscrites sur le site internet. Donc, sur cette première partie, sur ce premier objectif, ce qui est à retenir, c'est qu'il y a 2 types de communication. La newsletter, système d'abonnement, je m'inscris à une newsletter pour la recevoir à telle fréquence. L'email et l'email transactionnel pour transmettre une info à des contacts que vous connaissez déjà. Ensuite, je suis vigilant sur la RGPD. Bien évidemment, je ne fais pas n'importe quoi avec les données que je collecte. Et enfin, je crée une base de données qui est bien qualifiée. On va le voir là dans la partie préparer sa campagne. Qu'est-ce que je collecte comme information et comment je classe tout ça? À qui je m'adresse de façon régulière et comment je classe ces personnes-là pour pas envoyer exactement le même niveau d'information à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas besoin de tout savoir. Comme je vous le disais en introduction, une newsletter ou un mailing, ce n'est qu'un outil de communication. Et comme tout outil de communication, ça arrive juste à la fin de votre stratégie. C'est pas « Allez, je vais faire une newsletter ». Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde m'a dit que les newsletters, c'est génial. Donc, je vais en faire une. Non, vous allez en faire une si vous avez vraiment l'utilité d'en faire. Si vous avez le temps de le faire aussi. Et si vraiment ça peut avoir une vraie valeur ajoutée dans vos objectifs de développement ou de communication. OK ? Ne rentrez pas dans tous les outils de communication qui existent parce qu'on vous a dit que Instagram c'était bien, que TikTok c'était top, qu'il fallait avoir une newsletter parce que si, parce que ça. Faites-le si vous avez le temps, si vous avez les moyens d'apporter du contenu, de la valeur ajoutée à ces personnes-là. OK ? Donc, comme tout outil de communication, avant de commencer, je vais faire mon petit travail de préparation. Un petit travail d'audit en me disant, OK, aujourd'hui, en termes de communication, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Aujourd'hui, les clients à qui je m'adresse, quels sont les outils de communication qu'ils utilisent? Comment ils me contactent généralement? Est-ce que j'ai une population plutôt vieillissante, qui vont être beaucoup plus sensibles aux mails que aux réseaux sociaux, par exemple? Ou alors, est-ce que j'ai une clientèle hyper jeunes? Et là, effectivement, le mail, on oublie direct, d'accord? Le mail, c'est vraiment pas l'outil de communication à destination des jeunes. Donc déjà, je me pose cette question-là. Comment je communique aujourd'hui? De quoi j'ai besoin? À qui je m'adresse? Ensuite, quel est mon objectif? Si je rentre dans une démarche d'emailing, qu'est-ce que je veux? Transmettre de l'information? Fidéliser des publics avec qui j'ai peut-être pas forcément de suivi régulier? Faire des offres commerciales, promotionnelles pour vendre plus
de services, vendre plus de produits. Qu'est-ce que je veux faire? C'est parce que vous allez avoir un objectif que vous allez mettre en place un moyen en face de cet objectif. D'accord? C'est parce que j'ai un clou et un marteau, c'est parce que j'ai besoin de mettre un cadre que je vais prendre un clou et un marteau pour fixer ce cadre. D'accord? C'est pas parce que j'ai un clou et un marteau, je vais me dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais faire un cadre, mais j'ai pas de cadre. Ok? Donc l'outil arrive toujours après le besoin. Donc quel est mon objectif? Fixez toujours ça. Pourquoi je veux rentrer dans une démarche de newsletter ou de mailing? Ensuite, je définis mes cibles. À qui je m'adresse? Est-ce que dans mes clients ou dans mes réseaux, j'ai du professionnel et du particulier, des institutionnels et des partenaires? Si c'est des institutionnels et des partenaires, ils vont plutôt privilégier peu de communication, mais pour voir votre développement. Vous savez, un peu en mode rapport d'activité. Coucou, nous sommes ravis de vous montrer le développement de notre activité. Nous avons embauché, nous avons développé, nous avons réindustrialisé, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Et là, c'est du mailing qui suffit 1 à 2 fois par an pour dire aux partenaires qui vous ont soutenu que tout va bien, que grâce à eux, vous vivez votre meilleure vie professionnelle. Si vous êtes plutôt sur une communication B2C ou B2B avec de la vente, là, effectivement, on va être plutôt dans un objectif de commercialisation et de vente. Donc, avec plus de régularité, votre mailing viendra avec des offres commerciales, avec de la valorisation de produits, avec des nouveautés, avec des choses comme ça. D'accord? Si vous êtes plutôt dans une fonction de service, de soutien, de support, vous allez plutôt apporter de la valeur ajoutée, de la pédagogie, de l'information, du tuto, du conseil, des choses comme ça. En fonction de qui vous êtes, tous autour de la table et de vos activités qui sont toutes différentes, vous n'allez pas du tout aborder la newsletter de la même façon. D'accord? Et même, vous pouvez avoir plusieurs systèmes de newsletter ou d'emailing en fonction des personnes à qui vous vous adressez. Ça, c'est vraiment important. Imaginez, c'est comme un repas de famille, vous n'allez pas parler de la même façon à votre grand-mère ou votre grand-père qu'à votre petit-neveu qui a 5 ans. D'accord? Tout ça pour lui dire que le rôti était super bon. Mais le ton, ce que vous allez lui partager sera différent. Là, c'est pareil, quand on communique à destination de cibles différentes, on n'adresse pas le même ton, le même message. Derrière, quels sont les moyens que j'ai en place et que je peux mettre en place? Est-ce que j'ai du budget? Et tiens, pourquoi pas faire appel, c'est pas du placement de produit, je vous rassure, à une graphiste ou à une agence de communication pour peut-être apporter de la valeur en termes de visuel, de rédactionnel à ma newsletter? Est-ce que je fais tout en interne et est-ce que j'ai les moyens techniques de le faire? Voilà. Quels sont vos moyens? Quels sont les moyens de temps aussi? Pour celles ou ceux qui veulent rentrer dans une newsletter avec une visée plutôt pédagogique, en mode article de blog, réglementation, nouvelles informations, pratiques, etc., il va falloir que vous preniez du temps à sourcer de l'information, à la vulgariser, à la synthétiser pour la mettre là-dedans. Est-ce que vous avez le temps de le faire? Par exemple, j'ai un client qui passe tout par l'IA. Il s'est abonné à une agence qui est présente en ligne et qui est spécialisée dans son domaine d'expertise et qui lui envoie tous les mois une newsletter qui est préfaite, basée sur effectivement de l'IA et de l'IA qui fait de la veille réglementaire sur son domaine. Et voilà, ça lui fait automatiquement et il envoie ça. Ça a très très peu de visibilité, par contre, on ne va pas se mentir. Parce qu'on le voit quand même quand c'est fait par l'IA et ça a beaucoup moins d'impact que quand c'est humanisé. Je mets en place aussi une charte graphique et éditoriale, histoire que quand les gens ils voient votre newsletter ou votre mailing arriver dans leur boîte, ils se disent « Ah, je les reconnais, c'est eux. Tiens, ça c'est l'info mensuelle de telle activité, de telle personne. » Et derrière, on est vachement plus content. Vous savez, comme le magazine, toujours pareil, auquel vous vous abonnez, et vous êtes hyper contente de le trouver dans votre boîte mail. Là où le flyer publicitaire pour informer de la fermeture ou du déstockage massif du magasin d'à côté va peut-être moins vous faire envie. Ok ? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent, des retours, des partages et si vous avez besoin de vous lever, de vous mettre en énergie, d'aller chercher un café, parce que ça pique du nez, parce que c'est le matin et tout ça, vraiment, il n'y a pas de souci, hein, d'accord? Donc ça, c'est un résumé, enfin, c'est un petit moyen mémo technique pour la diapo d'avant, d'accord? Quand je rentre dans une création d'un support de communication, je vais toujours me poser toutes ces questions-là.
D'accord. Qui s'exprime quand vous êtes à des postes et que vous n'êtes pas peut-être dirigeant ou représentant de votre structure, de votre association? Est-ce que vous parlez en nom propre? Est-ce que vous parlez au nom d'un président, au nom d'un directeur, d'une directrice, d'une présidente? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne? Le ton ne sera pas le même si vous faites un discours qui porte la parole d'un président ou d'un dirigeant que si vous vous positionnez en mode coucou, c'est moi le gentil community manager de ma boîte et je communique à destination de mes chers clients. Voilà. À qui je m'adresse, on en a parlé. Ensuite, quel est le contenu de mon message? Qu'est-ce que je dis dans ce mail? Qu'est-ce que je dis dans cette newsletter? Quel va être mon périmètre de diffusion et quels vont être les supports sur lesquels ici je vais communiquer. Votre périmètre, c'est en gros, est-ce que je veux rester sur du national, est-ce que je veux rester sur du local? Et si dans le cas, comment je vais aller chercher des contacts qualifiés sur un périmètre plus grand? Comment je vais chercher ces gens-là pour qu'ils reçoivent ma newsletter? À quel moment j'envoie ma newsletter? La newsletter, pour le coup, c'est comme les posts sur les réseaux sociaux, hein. Essayez de tomber au moment où les gens sont encore capables de lire des mails. Le matin, c'est mieux, parce que l'après-midi, en principe, on a commencé à atteindre notre niveau de saturation d'emails. Donc le matin, c'est un bon moment. Retour d'expérience pour un client qui était dans l'industrie. On faisait une newsletter qu'on envoyait le matin à 6h40 parce qu'il ne s'adressait qu'à des chefs de production, qu'à des dirigeants, qu'à des directeurs commerciaux. Donc des personnes, on était dans le cliché de je me lève plutôt de bonne heure le matin, je regarde mes mails pendant que je bois mon café avant de partir au boulot et de rentrer déjà dans ma journée de prod. Donc ça marchait super bien, super tôt. Donc le comment, quel support, quel ton, quelle fréquence, est-ce que j'ai une approche, là moi je suis abonnée à une newsletter pour le secteur associatif, ils ont une approche très décalée, très drôle, il y a toujours un petit brin d'humour à la fin, il y a toujours un petit savoir inutile à la fin, voilà, des petites choses comme ça, qui par exemple que les kangourous ne peuvent pas reculer. Est-ce que vous le saviez? Non. Eh bien voilà. Maintenant je le sais. Parce que sur cette newsletter, voilà. Parce que sur cette newsletter, à la fin, il termine toujours par un petit savoir inutile qui est toujours un petit peu drôle. Et en fait, je m'en suis souvenue et c'est ça qui est hyper important en fait. Voilà. Donc, quel ton vous allez aborder dans votre newsletter? Est-ce que vous apportez un ton un petit peu décalé? Est-ce que vous êtes plutôt conventionnel? Ça, c'est à vous de le décider en fonction de votre stratégie de communication. Le budget et le temps, on en a parlé. Et toujours le pourquoi. Pourquoi je communique et quelles doivent être les retombées. Ça, tout ça, c'est valable, hein, quoi que vous fassiez en communication. Mais surtout, qu'est-ce que j'attends de cette newsletter? Est-ce que je veux que les gens aillent sur mon site internet? Est-ce que je veux qu'ils s'inscrivent à un atelier? Est-ce que je veux qu'ils viennent à une inauguration? Est-ce que je veux qu'ils achètent mes produits? Est-ce que je veux qu'ils s'inscrivent à mon prochain coaching? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous allez savoir si vous êtes efficace? C'est en mettant en place une action ou une retombée derrière. Sinon, vous allez investir du temps, potentiellement de l'argent, sans savoir si vraiment ça fonctionne. Un email, pour être pertinent, il doit répondre à ces 3 ici thèmes. Soit il répond à un besoin ou il résout un problème spécifique. Par exemple, sur des notions peut-être de placement patrimonial, des choses qui sont un peu complexes, sur des sujets un peu compliqués, mon email va permettre de vulgariser un petit peu tout ça, de sensibiliser les gens et de leur apporter vraiment, dans tous les cas, de créer de la valeur, créer une valeur ajoutée. Ils veulent revenir ici à une consommation beaucoup plus locale, par exemple, et on va mettre en avant le local, le bio, le naturel, peu importe en fonction de vos activités respectives, mais vous venez répondre à un besoin. Je recherche des solutions sur mon territoire qui sont plus vertueuses, qui limitent un petit peu l'export, etc., etc. Donc, votre message va venir appuyer ce sujet-là. Il doit parler directement aussi à la personne en adoptant son langage ou en comprenant ses attentes. Je reviens sur ma base de contact qualifiée. À qui je m'adresse, comment, etc. Je tourne en boucle dans ma présentation. Et forcément, il doit créer de la valeur. Si vous faites de l'email marketing ou si vous faites du newsletter, l'idée, c'est pas de se dire corbeille. Là, ça veut dire que vous n'avez pas de valeur. Vous ne le voyez pas, donc vous ne vivez pas trop violemment. Mais c'est très difficile de terminer dans une corbeille. Donc, il y a vraiment cette notion de créer de la valeur qui est hyper importante, que les gens soient
contents quand ils reçoivent une information de votre part. Peut-être qu'ils le liront très vite en diagonale, mais ils savent ce qui va se passer dans cette newsletter. Et ils ont envie de la regarder en disant, bon tiens, aujourd'hui, ce mois-ci, ça ne m'intéresse pas, mais je sais qu'il y a toujours des choses intéressantes à apprendre ou qui vont m'être utiles, peu importe. Là où j'ai pas le temps, où je lis en diagonale que c'est pas, voilà, ça me concerne pas ce mois-ci, bon, ben, sur la prochaine, ça sera peut-être plus sympa. Mais dans tous les cas, les gens savent qu'ils vont trouver quelque chose quand ils vont recevoir un email de votre part. Vous êtes les premiers usagers d'une newsletter et d'une réception d'email, hein. Donc vous, les choses qui vous plaisent ou les choses qui vous déplaisent, dites-vous que c'est le cas pour toutes les autres personnes qui ouvrent des boîtes mail quotidiennement, hein. D'accord ? Donc vous, ce qui vous attire, qui vous impacte, qui vous font agir, c'est potentiellement les mêmes raisons que les personnes à qui vous allez vous adresser, hein. Donc qu'est-ce qui fait que je la mets à la corbeille ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai cliqué sur le lien, que je me suis retrouvée avec un panier d'achat, alors que ce n'était pas du tout prévu au départ ? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve à cet atelier ? Ouais, c'est arrivé. Ouais. On est ensemble. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est passé de simple récepteur d'une information à acheteur, ou à s'inscrire à un événement, ou à participer à un webinaire, ou à... Enfin, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau pour... Voilà. Des yeux, hop, j'ai cliqué, ça y est, c'est trop tard. Ils m'ont embarqué. Alors, les CTA, dans le milieu, les Call to Action, donc les petits boutons, les appels à l'action. Donc, c'est inviter les gens à agir, en fait, par ces boutons-là. Je découvre, en savoir plus, aller sur le site web, je m'inscris, etc. Voilà, j'achète. Donc, il faut qu'ils soient efficaces et pertinents. Je réfléchis aussi à la personnalisation. Est-ce que je fais « Coucou Julie, aujourd'hui, on a une nouvelle offre super à te proposer » ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus général. Et derrière, une fois que j'ai envoyé ma newsletter, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'aurais besoin de relancer les gens ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je... Ça dépend de fixer un événement ou d'information. C'est ça. Quelles sont les retombées que je veux et derrière, comment je réagis à tout ça, quoi. Donc, il y a 2 types de formats pour vos newsletters, voire 3 parce qu'on peut mixer un petit peu les deux. Vous allez avoir des newsletters en texte brut. En gros, vous recevez une newsletter, mais en fait, c'est écrit comme un mail, en fait, comme si vous aviez ouvert votre client mail et que vous avez fait un mail. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. C'est brut, mais sauf que vous êtes passé par Brevo parce que vous pouvez vous adresser à un plus grand nombre et que vous garantissez de balancer à tout le monde en même temps. L'inconvénient, c'est que c'est moins esthétique, qu'il y a les boutons, vous ne pouvez pas mettre de boutons, vous pouvez mettre que des liens. Mais par contre, les avantages, c'est que c'est plus personnel, vous avez une meilleure délivrabilité et l'affichage est identique sur tous les serveurs de messagerie. Que j'envoie sur Gmail, que j'envoie sur Outlook, que j'envoie sur Spark, sur Apple Mail, enfin peu importe, c'est du texte en fait. Ça ressemble à du texte, donc c'est vachement plus facile à lire. Téléphone portable, écran d'ordinateur, peu importe. C'est assez facile. Et ça peut être hyper efficace. Je vais vous montrer des exemples après. Même pour une newsletter ? Ça peut, ouais. Ouais, ça peut. Et vous avez sinon ici la version HTML, en gros, mais HTML, c'est un code, hein, c'est un langage web, mais vous n'avez pas besoin de le connaître puisque Brevo vous permet de tout personnaliser sans avoir à passer par du code. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre plus de choses. Vous pouvez mettre des gifs, vous pouvez mettre des images, vous pouvez personnaliser vos en-têtes, vous pouvez faire plein de choses. Vos boutons, vos call to action sont mis en avant. Il y a beaucoup plus de choses qui peuvent être faites en termes d'esthétique. Par contre, ça a une image plus publicitaire, forcément. C'est pas toujours le même affichage selon les clients de messagerie, selon comment ils adaptent vos images et tout. Des fois, les images, elles sont pas lues. Donc, vous avez un carré blanc avec, vous savez, le petit icône dans le coin avec une petite photo de montagne avec le soleil. Et c'est moins personnalisé parce que ça fait effectivement beaucoup plus flyer publicitaire, on va dire. Ça, par exemple, donc ça, c'est un organisme de formation qui, destination du secteur culturel, qui envoie des newsletters régulièrement avec les dernières formations qui sont intégrées au catalogue, s'il reste des places, etc. Et tout ça, ça a été envoyé par Brevo. OK ? Oui, donc c'est le format d'un mail, quoi. C'est le format d'un mail. C'est plus personnel. Ça fait voilà, bonjour Julie, parce qu'il y a mon prénom qui a été inscrit en face de mon adresse mail. Voilà. Il a fait son texte, des petits emojis, histoire de mettre quand même un petit peu de couleur et d'image.
Par contre, ici, les boutons, c'est que des liens, forcément. Et il a personnalisé avec sa signature, et c'est bien envoyé avec Brevo. Mais ça a une tronche de mail. Donc, ça fait un peu moins agressif publicitaire. Donc là, par exemple, donc ça, c'est une newsletter professionnelle dans le monde de la communication. Et là, ça, c'est du HTML. Pourquoi? Parce qu'il y a de la photo, parce qu'ils ont mis un arrière-plan de couleur, parce qu'il y a un logo, parce que c'est tout personnalisé. Et après, chaque ici lien renvoie vers un article de blog, vers leur site internet. Donc là, c'est une visée informative, valeur ajoutée, professionnelle. Et ça, c'est du HTML. C'est fait facilement sur Brevo. Je mets une image, je mets du texte dessous, mais ça a cette tête-là. Et après, derrière, sur un téléphone portable, ça affichera différemment. Et peut-être pas de la même façon sur tous les navigateurs. Dès lors que vous voyez une newsletter avec, en gros, une visualisation un peu comme ça, c'est que ça a été fait en HTML. C'est une newsletter qui est professionnelle. Toujours pareil, ici le petit bandeau en pied de page pour les désinscriptions. Donc, on sait qu'il y a de la valeur ajoutée et derrière, moi, je vais cliquer sur les articles qui m'intéressent. Là, c'est un entre-deux. C'est-à-dire que c'est quand même personnalisé et visuellement plus intéressant parce qu'on va avoir ici des bandeaux et des images qui sont intégrées. Par contre, tout le reste, c'est du texte. Alors celle-ci aussi, elle est un peu longue. Ça, c'était sur une offre promotionnelle. Mais ça, c'est 2 créatrices de contenu qui, tous les dimanches à 18h, envoient un mail avec leurs dernières actus, des nouveaux outils, etc. Et c'est présenté plutôt sous forme de mail parce qu'il y a beaucoup de textes en fait. Et elles apportent vraiment une valeur ajoutée en termes pédagogiques et en termes de conseils. Mais c'est reste quand même sur du HTML parce qu'elles intègrent de l'image et autres. Voilà. Toujours pareil, qu'est-ce que vous voulez transmettre, à quoi vous voulez ressembler, quelles sont les informations, quel est le temps que vous avez à disposition. Rédiger un mail comme on a vu sur le tout premier, c'est pas le même travail que le deuxième en HTML avec des images, des liens, des trucs et des machins quoi. Voilà. Et ça, les fameux call to action qui sont là toujours présents et de façon des fois régulière et répétée. Mais en tout cas, on est sur une newsletter qu'on lit de façon verticale. Donc on est plutôt comme sur un emailing qu'on lit, là où sur du HTML, des fois vous avez des changements de rythme visuel, quoi. Votre newsletter, c'est comme, vous savez, quand vous faites un gâteau, vous avez 2 options. Soit vous dites, OK, attends, je prends mon beurre, attends, ouais, mon chocolat, j'ai mis où? La farine, ah mince, des œufs, j'en ai plus que 3, il m'en fallait 4. Donc soit vous y allez un peu de façon à l'arrache, soit vous avez bien ouvert vos petits œufs sur le côté, vos 150 g de farine, vous avez fait fondre votre chocolat, vous n'avez plus qu'à assembler, c'est formidable. Votre newsletter, c'est un peu pareil, on fait de la préparation avant l'envoi. On va venir bien paramétrer tout ça. On vérifie l'objet et donc le pré-header, on va voir ce que c'est. Choix de l'expéditeur, etc., etc. On va aller sur Brevo, comme ça je vais vous le montrer, ça sera beaucoup plus facile. Quand vous voulez créer une campagne d'emailing sur Brevo, voilà comment ça se passe. Vous allez cliquer ici en haut sur « Créer une campagne ». Et là, ça vous propose plusieurs options. Vous pouvez faire du SMS, vous pouvez faire du WhatsApp, vous pouvez faire plein de choses. Vous allez taper le nom de votre campagne, ça c'est quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Donc si vous avez, ça ne sera pas vu par les gens qui vont la recevoir. Donc on va taper test par exemple. Et ici pour information, test AB en fait, c'est quand vous êtes vraiment dans une démarche très marketing et commerciale. Vous allez pouvoir faire de l'A/B testing, c'est-à-dire, imaginons, vous allez faire une newsletter avec le fond bleu, une newsletter avec le fond rose. Vous allez envoyer ça à votre panel de clients et vous allez voir quelle est la newsletter qui a le mieux marché. Parce que des fois, juste une couleur peut donner plus envie qu'une autre. Peut-être une photo, vous hésitez entre 2 photos, vous mettez 2 types de photos et vous vous rendez compte qu'il y en a une qui fonctionne mieux, qui donne plus envie que l'autre. Et donc, c'est ici que le travail commence. Donc, vous allez mettre ici votre expéditeur que vous avez renseigné dans des paramètres sur Brevo. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait de campagne sur Brevo, il y a quand même des préalables. Brevo, lui, son objectif, c'est d'être considéré comme un site méga sérieux. Donc, il n'a pas envie d'avoir n'importe qui envoie n'importe quoi à n'importe qui. Donc, ils vont toujours vous demander en amont de vérifier, d'authentifier votre nom de domaine, de votre site internet ou de votre adresse mail. Il va vous demander également, dans les paramétrages de votre nom de domaine, de renseigner des champs de délivrabilité. C'est juste des protocoles, en fait, qui vont venir garantir que votre nom d'hébergement est sérieux,
que votre adresse mail est sérieuse et que donc Brevo s'engage à transmettre des informations vous concernant à du public. Parce que si Brevo, il fait le facteur et que tous les courriers qui sont envoyés, ils sont en spam ou autre, ben c'est la réputation aussi de Brevo et de tous les autres solutions d'emailing qui rentrent en jeu. Donc eux, ils protocolent les choses de plus en plus pour garantir que vous n'êtes pas n'importe qui, vous ne faites pas n'importe quoi. Donc derrière, au moment où vous lancez, ça va vous demander de paramétrer, d'authentifier et autres, parce qu'ils ont besoin de savoir que vous êtes crédible, que vous êtes sérieux et que vous êtes sécure aussi. Donc il y a un petit paramétrage technique toujours à faire en amont. Ici, dans les destinataires, si on clique sur « Ajouter des destinataires », si on clique ici sur le petit menu déroulant, vous allez vous retrouver avec toutes vos listes ici. Si on clique sur « Liste », hop. Donc là, on va aller dans votre premier dossier, par exemple. On va retrouver ici les mailings et les producteurs. Et c'est dans l'autre, on va retrouver les mails qu'on a récupérés sur le site internet. Et vous allez pouvoir cliquer sur l'un ou l'un et l'autre de vos listes de clients ou de données. Donc si vous avez client pro, client particulier, partenaire, vous allez cliquer en fonction de l'objet de votre communication sur l'un et ou sur l'autre. Les systèmes de segments, ici, si on clique sur segment, là, on va être dans le système de segmentation en fonction des attributs que vous avez accordés à vos contacts. Si vous avez une seule et même base de contacts et vous avez des colonnes en disant partenaire, professionnel, c'est là où la segmentation va rentrer. Dans toute ma base de données, ne sélectionne que ceux qui ont l'attribut professionnel, par exemple. Ensuite, on va cliquer sur objet de la campagne, alors annuler, hop, objet de la campagne, ajouter un objet. Donc c'est là où les premières choses en termes de communication vont se jouer. Il faut que votre objet, il donne envie d'ouvrir. Attention, on ne rentre pas non plus dans le système de putaclic. Donc le putaclic, attention, ça va être des objets qui vont être assez tapageurs, entre guillemets, qui donnent des sensations, des émotions en principe, d'urgence, d'exclusivité, d'incroyable et autres. Et finalement, des fois, le contenu est beaucoup moins fou que ce que l'objet annonce, quoi. Donc votre objet, il doit être court, il doit être pertinent, il doit donner envie aux gens d'ouvrir. Il doit déjà mettre en avant une valeur ajoutée. Ici, ensuite, vous allez renseigner votre texte d'aperçu. Quand on va recevoir ici, l'avantage avec Brevo, c'est que vous avez toutes les prévisualisations. Donc ici, le texte d'aperçu, ça va être les premières lignes en fait de votre mail que vous allez voir. Si vous ne remplissez pas ça, Brevo, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre votre mail, il va récupérer les premières lignes et il va les mettre là. Donc vous pouvez le personnaliser à cet endroit-là. Okay ? Donc déjà, rien que quand une personne, vous tombez dans sa boîte mail, elle a l'objet, elle a les lignes d'aperçu et elle a déjà, normalement, une idée du contenu et de ce qu'elle va trouver. Ça peut être 3 infos et un cadeau. C'est quelque chose qui donne envie. Ah, tiens, il y a des infos, mais il y a surtout un cadeau. Voilà. Ça peut être quelque chose de très court, mais vraiment très efficace. Il faut que les gens, en un coup d'œil, en une lecture, ils se disent, ben ouais, j'ai envie de cliquer pour aller voir ce qui se passe. Et soyez authentique, hein, bien évidemment. Hein. L'enjeu, c'est que entre ce que vous proposez et ce que vous allez vraiment délivrer, ça soit juste. Donc là, ça, c'est ce qu'on appelait le pré-header et ce qu'on appelle ici l'objet. On va cliquer sur Annuler et on va aller sur la partie Design. On va aller dans Démarrer la conception. Donc ici, dans la partie Démarrer la conception, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez soit des mises en page qui sont proposées et vous avez ici, vous voyez, là on est plutôt sur de l'email classique en fait, hein, d'accord ? On est sur du texte brut, ça ne nous propose pas ici de la mise en page. Vous allez avoir ensuite galerie de templates. Donc là, ce sont des templates qui sont proposés par Brevo, mais qui peuvent déjà vous donner des bases de construction et d'organisation de votre newsletter. Vous avez juste à les sélectionner et après à venir remplacer avec vos contenus. Bien sûr, on ne change pas de template tous les mois parce que j'aime bien celui-là, mais à ce mois-ci, allez, c'est le printemps, je vais en mettre un petit peu plus fraîche. Non, si vous choisissez un template, vous le gardez tous les mois. D'accord ? C'est comme si vous aviez un magazine et tous les mois, il change la couverture. Que l'horoscope, qui était page 42, maintenant, il est page 12. Comment je fais pour retrouver mon horoscope ? Je ne sais plus. Là, Comme la chambre quantique. hein ? Oui, c'est ça. D'accord ? Vous n'avez rien à prouver en changeant de template, hein, tous les mois ou de charte graphique. Hein. D'accord ?
Il n'y a pas à montrer que vous êtes graphiste, que vous êtes un peu créatif. Non, les gens s'abonnent. Le cerveau adore la sécurité. Le cerveau adore les habitudes. Donc, quand il est habitué, tu disais avant que tu reconnaissais certains mailings que tu ouvrais parce qu'ils se ressemblaient. Notre cerveau a besoin d'habitudes et de vous reconnaître instantanément. Donc, si vous adoptez une identité visuelle, une charte, un template, vous le gardez pendant 1 an, pendant 2 ans, et c'est OK. Les gens savent que c'est cette newsletter, qu'elle est construite de telle façon, qu'ils vont trouver ça à l'intérieur, et c'est parfait. Aucun intérêt à changer. Aucun. Vous avez ici mes templates. Donc, vos templates, vous pouvez avoir toujours la même façon de présenter votre newsletter. Donc, vous allez créer votre propre template, ce qui fait qu'à chaque fois que vous créez une newsletter, vous cliquez sur votre template et vous avez juste à remplacer. Et ça, c'est génial parce qu'on gagne vachement de temps quand même. Et après, ça, c'est pour les joueurs. Vous pouvez faire du codage. Donc, vous pouvez aller plus loin et faire... Si vous êtes à l'aise avec le code HTML ou vous connaissez des codeurs, ils peuvent coder en intégralité et derrière, il y a encore plus de personnalisation. Donc ça, votre newsletter sur Brevo, c'est hyper bien fichu parce que vous avez déjà, la possibilité de rentrer votre marque, vos couleurs, vos polices d'écriture, vos logos. Comme ça déjà, c'est intégré. Vous avez également la possibilité, quand vous avez des sections qui sont toujours les mêmes, moi celle-ci c'est toujours la même, de créer votre section et de l'enregistrer. Ça c'est pareil, ça vous fait gagner du temps, vous évitez de dupliquer ou de recréer à chaque fois. Ensuite, votre newsletter, il faut qu'elle vous ressemble. Vous avez la possibilité de mettre des gifs. Donc les gifs, eux, vont tourner tout seuls. C'est un fichier image, un gif. Donc lui, il va bouger automatiquement sur votre newsletter. Une vidéo ne se lancera pas. Vous ne pouvez pas lire une vidéo en direct sur une newsletter. Votre vidéo, forcément, elle va renvoyer vers un lien sur un site internet, sur YouTube ou autre. Mais vous ne pouvez pas avoir une vidéo encapsulée dans votre newsletter. Et après, derrière, c'est des systèmes de glisser-déposer. Je prends mes éléments d'ici, je les glisse là, etc., etc. On ne va pas rentrer dans toute la construction d'un emailing, ce n'est pas le sujet. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À vous de vous fixer votre trame de départ. Nous, on sait comment on présente les choses à chaque fois, avec nos fameux ici call to action qui envoient sur l'achat des places. Bon, là, je ne sais pas pourquoi la preview ne montre pas les images à cet endroit-là. Et ici, toujours pareil, hein, le petit footer. Cet email a été envoyé avec amour. Ah, et là, c'est le mail qui va s'apparaître. Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre newsletter. Et derrière, la possibilité de se désinscrire. Et toujours le logo Brevo qui reste, sauf si vous passez sur une offre payante. Vous pouvez être sur une offre gratuite jusqu'à 300 mails. Si vous restez sur l'offre gratuite et que vous avez plus de 300 mails, ça va envoyer par paquet. Donc, il y a 300 personnes qui vont le recevoir à un moment et d'autres personnes qui vont le recevoir plus tard. Vous n'avez pas une délivrabilité à tout le monde de façon instantanée. L'avantage de Brevo, c'est que vous pouvez payer juste au moment où vous envoyez votre newsletter. Donc, vous allez payer les 19 € et si vous faites des newsletters que tous les 2 mois, vous repérez 19 €, vous suspendez votre abonnement et vous repérez les 19 € dans 2 mois. Ne faites pas l'économie de ce qui vous fait gagner du temps. D'accord ? Surtout quand ça se compte en dizaines d'euros. Vraiment, je sais que ça peut être toujours un petit poids financier, mais faites pas l'économie de ce qui vous fait gagner du temps. Rapportez toujours votre valeur à vous, à ce que vous allez dépenser. Donc, vérifier l'objet et le pré-header, on en a parlé. Je choisis bien mes expéditeurs aussi. Vous pouvez avoir plusieurs expéditeurs. La direction, vous, une autre personne, et derrière, faire le changement. Le tracking va vous permettre de suivre l'efficacité de votre newsletter par rapport au trafic vers votre site internet. Donc, si vous avez la possibilité de connecter les deux, c'est idéal. Ça vous permettra dans les statistiques de voir s'il y a eu un pic de fréquentation de votre site web avec l'envoi d'une newsletter. Derrière, ici, je pense au niveau du design, aux polices, aux couleurs, à ma charte graphique, aux responsives. Sur Brevo, vous pouvez switcher sur un bouton pour voir à quoi ça ressemble sur téléphone portable et sur ordi. Vous pouvez masquer des photos si elles prennent trop de place sur la version téléphone portable. Mettez des liens vers les réseaux sociaux, vers votre site internet. Hein. On fait bouger tout le monde web qui vous concerne. C'est toute votre e-réputation qui est en jeu. Je vais être rapide pour terminer, respecter le timing. Ça,
les destinataires, on en a parlé. Les contacts inactifs, quand vous avez des personnes suite à un envoi qui se désabonnent, bien sûr, on les dégage. Et au moment de l'envoi, vérifiez toujours l'heure. D'accord. Formule et crédit, c'est sur le bas de page, mais vraiment, cette notion d'heure est hyper importante. Plus vous allez tomber sur un moment où les gens sont disponibles pour vous lire, plus vous garantirez d'être lu. Quelques chiffres ici sur les indicateurs et sur les statistiques qui sont intéressants. Voyez le taux de clic, hein, le taux d'ouverture, la moyenne est de 25%, mais même si on est à 10 ou 15, ça reste OK. Et le taux de clic, donc le nombre de gens qui vont cliquer sur un lien pour aller ailleurs, il est très faible en moyenne. D'accord ? Donc, si vous avez 10 ou 12%, dites-vous que c'est vraiment très, très bien. Donc, une fois que vous avez envoyé votre campagne d'emailing, allez toujours regarder les statistiques pour vérifier l'efficacité de votre campagne. Sinon, c'est comme jeter un caillou dans l'eau, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je regarde, je vérifie mes statistiques, je regarde qui c'est qui a lu. Des fois, il y a des bugs avec des clients mail. Tous les mails, un temps, j'avais un client, tous les mails en orange.fr ou en Yahoo, c'était blacklisté. Donc derrière, je fais un peu de technique là-dessus. Donc derrière, c'est des paramétrages sur votre hébergeur au niveau de OVH ou de Switch ou peu importe pour dire non, c'est bon, vous pouvez dire à Orange et à Yahoo qu'on est OK. Ils peuvent nous recevoir. Parce que c'est Orange et Yahoo qui bloquent. Donc ça c'est du paramétrage technique. Donc tout ça, si vous voyez ici les taux de rebond, donc les erreurs, qu'il y a toujours des mails en Orange, en Gmail ou en Yahoo, il faut aller sur votre hébergement, donc là où il y a votre nom de domaine, et il y a des champs à paramétrer pour dire non, c'est bon, dis à Orange et dis à Yahoo qui ne me veut pas, que je suis OK et qui peut me recevoir. Quelques ressources de la part de Brevo pour les meilleurs jours et les meilleures heures d'envoi en fonction de qui on est, de ce qu'on fait. Quelques petits trucs et astuces pour avoir une campagne d'emailing efficace et pour collecter de la donnée. L'email de bienvenue sur le site quand une personne arrive, que vous connectez sur un site, le petit coucou, bonjour et de s'inscrire, ça engage un très bon taux, ça augmente la fidélité. Vous pouvez mettre en place des offres promotionnelles et collecter des données. Vous pouvez aussi envoyer des emails de mise à jour de profil quand vous voulez qualifier votre base de données en disant « Bonjour, dans le cadre de notre politique RGPD, nous mettons à jour notre base de données. Merci de confirmer que ces informations sont justes et vous pouvez venir améliorer les choses aussi. » Donc le poster au bon moment, on en a parlé. Dans les autres trucs et astuces, des objets courts, on l'a dit aussi, qui aident à améliorer la délivrabilité. Mettez des mots-clés en début d'objet pour être certain que ça soit bien visible, d'accord, qu'on comprenne vraiment le sujet et l'objet de votre campagne. Les emojis peuvent apporter aussi une petite touche en plus et venir se démarquer d'un mail plus classique que vous recevez dans votre journée, par exemple. Un peu d'émotion ou d'humour, ça permet toujours d'augmenter aussi l'envie d'ouvrir, de déclencher une émotion. De toute façon, aujourd'hui, ce qui marche dans le digital, c'est de déclencher une émotion. Utiliser des chiffres, des listes, les 5 actualités du mois, les 5 choses à savoir pour, sur notre activité, des choses comme ça. Ça donne déjà une indication du temps que l'on peut passer potentiellement sur la newsletter. Poser des questions aussi, ça peut aussi attirer la curiosité. Savez-vous comment on fabrique notre jean ? Point d'interrogation. Ah tiens, tac, 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 tac. On sait, ça peut donner des indications sur ce qui va être lu et vu dans votre mailing. Et je crois que c'est la dernière diapo. C'est ça. Merci. Merci.